en direct pour les projets photovoltaïques. L'idée est dans un premier temps de pouvoir évoquer avec moi-même pourquoi équiper son parking en ombrière photovoltaïque. Dans un deuxième temps, nous allons évoquer le modèle de financement qui peut être adopté dans ce genre de projet. Et dans un troisième cas, nous allons évoquer des cas clients sur lesquels nous avons déjà travaillé. Tout d'abord, pourquoi équiper son parking en ombrière photovoltaïque ? Vous le savez sans doute, ou en tout cas vous en avez entendu parler, les normes climat s'empilent. On voit que les projets pour les entreprises doivent s'engager. Depuis 2019 et le décret tertiaire, on parle effectivement de l'obligation de réduire son impact carbone sur son activité, dans le cadre de l'industrie, du tertiaire, l'ensemble des activités aujourd'hui qui consomment des énergies. On a pu aussi voir des évolutions sur la mobilité, notamment avec la loi LOM, qui incite à équiper ces parkings avec des bornes de recharge. Est venue ensuite la loi climat et résilience, notamment pour les bâtiments neufs et les rénovations lourdes, pour équiper effectivement les toitures en photovoltaïque. Et depuis 2023, la loi d'accélération des énergies renouvelables pour équiper les parkings en ombrière photovoltaïque. Donc on le constate, ça évolue, ça avance. L'idée est de pouvoir justement proposer aux entreprises des solutions qui leur permettent de répondre à ces différentes réglementations. Si je me concentre sur les deux que j'ai cités en dernier, notamment la loi d'accélération de la mobilité et la loi d'accélération des énergies renouvelables, donc on constate qu'aujourd'hui, on a obligation pour les parkings qui font plus de 1500 m² de considérer un équipement en ombrière pour ces surfaces-là. La conformité pour les parkings qui font entre 1500 et 10 000 m², c'est pour 2028. Aujourd'hui, il nous reste à peu près 3 ans avant l'échéance. Et pour les parkings qui font plus de 10 000 m², on parle d'une échéance à juillet 2026, donc concrètement demain, sur des projets de cet ordre-là. L'État a déjà statué en ce qui concerne cette réglementation sur les sanctions qui y sont allouées. On parle aujourd'hui de 20 000 € par an pour les parkings entre 1500 et 10 000 m², donc de pénalité en cas de non-équipement, et de 40 000 € par an pour les parkings qui font plus de 10 000 m². Ça, c'est pour la réglementation de la loi accélération des énergies renouvelables. En ce qui concerne la loi d'orientation et mobilité, aujourd'hui, on parle d'une obligation d'équiper ces parkings à hauteur de 5% du nombre de places existantes. L'objectif est de favoriser la transition vers le véhicule électrique ou hybride, bien évidemment, et d'en faciliter l'accès grâce à un équipement des zones dont les parkings font plus de 20 places. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que pour 2030, il sera nécessaire que 70% du renouvellement des flottes professionnelles se fasse se fasse par des véhicules électriques. Voilà. Donc nous, on va justement en avant de ces réglementations pour apporter des réponses. Je le précise maintenant, je ne l'ai pas fait précédemment, je m'en excuse. N'hésitez pas, pour toutes vos questions, à utiliser l'onglet questions. Nous ferons à la fin un petit temps d'échange où nous pourrons répondre à vos différentes questions. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à en poser tout de même. Nous reviendrons sur ces questions au fur et à mesure, et si on n'a pas le temps de les traiter, on vous fera un retour personnalisé par la suite de ce webinaire. On le comprend, du coup, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du parking, notamment sur le fait de pouvoir travailler sur son usage, comment le valoriser. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur une zone de stationnement de véhicules, mais bien sur une capacité de production énergétique, un apport pour l'ensemble de l'environnement travail, environnement professionnel, avec l'accès aux mobilités vertes, de la gestion énergétique et surtout un redimensionnement environnemental du parking. L'idée aujourd'hui, c'est justement de faire évoluer cette zone a priori sans vie vers justement un contexte énergétique plus durable. Quels sont les modes de financement qui sont allouables aujourd'hui sur ce genre de projet ? Effectivement, comme on l'a précisé, c'est l'objet de ce webinaire, il existe 2 modèles sur lesquels on peut travailler. Bien sûr,
Le premier, c'est le modèle en investissement direct. Donc, l'entreprise finance elle-même l'installation photovoltaïque. Elle devient propriétaire de cette centrale dès le démarrage. Ça implique du coup un investissement, donc forcément le coût directement imputé dès le démarrage du projet à l'entreprise et l'ensemble des coûts OPEX, donc opération et maintenance, pendant toute la durée de l'exploitation de cette centrale. Ça devient un actif au bilan, c'est-à-dire qu'elle vient directement en immobilisation dans votre bilan. En termes d'amortissement, étant donné que ça devient effectivement un actif, l'entreprise va pouvoir amortir le coût de cette centrale sur toute la durée de vie du projet. Aujourd'hui, un projet solaire, pour les banques en tout cas, c'est considéré comme un actif qui s'amortit sur 20 ou 25 ans. Du coup, effectivement, l'entreprise a la capacité de pouvoir l'amortir sur toute cette durée. Elle maîtrise, l'entreprise, dans ce cas-là, l'ensemble du projet, que ça soit tant sur l'exploitation et la maintenance. En ce qui concerne le principe du tiers investissement, là, on va passer par effectivement une entreprise tierce qui va pouvoir financer le projet et qui va en rester propriétaire. L'objectif, c'est que le client final va mettre à disposition son foncier pour que l'entreprise tierce puisse construire la centrale sur son site. Dans ce cas-là, elle a le choix de pouvoir consommer tout ou partie de l'électricité ou alors de laisser le site à exploitation pour pouvoir injecter l'électricité sur le réseau. Dans ce cadre-là, l'investissement est tenu par le tiers investisseur, donc l'entreprise n'a aucun investissement initial à mettre sur la table. Elle n'aura pas forcément un actif au bilan, puisque aujourd'hui, c'est des modèles de contrat qui peuvent être considérés comme déconsolidants. La déconsolidation consiste à justement ne pas faire rentrer cette immobilisation dans le bilan du client puisqu'il n'en est pas propriétaire. En ce qui concerne le coût, c'est un coût qui va être étalé sur toute la durée de vie du contrat qui sera établi avec le tiers investisseur et ça va permettre justement d'avoir un temps de durée de projet qui va s'étaler en fait sur une durée de contrat. En ce qui concerne la maîtrise, c'est bien le tiers investisseur qui va assurer la gestion de A à Z du projet, c'est-à-dire tant sur la partie exploitation que maintenance. Si on refait un petit comparatif rapide, il y a forcément des avantages et des inconvénients dans l'ensemble des deux cas. Ce qu'il faut voir en termes d'investissement, en termes d'avantages pour le tiers investissement, c'est aucun financement à prévoir au début du projet. On transfère le risque du projet sur le tiers investisseur qui va gérer tant la partie technique opérationnelle que l'ensemble des performances. Et il va gérer également la simplicité pour le client, c'est-à-dire un modèle clé en main qui n'aura aucune gestion technico-administrative à gérer. D'un point de vue inconvénient, un peu moins de liberté forcément, puisqu'on n'a plus d'exploitation de la centrale en propre, c'est géré par un tiers. L'objectif est bien évidemment de pouvoir générer les conditions au départ fixées sur l'ensemble du contrat pour savoir comment tout ça doit fonctionner. Et petit point d'attention, notamment sur la qualification du contrat, qui peut être un contrat qui peut être également considéré comme consolidant selon les durées et les modes de financement. Quels sont les avantages pour un investissement en CAPEX ? Effectivement, pleine propriété dès le départ, une forme d'indépendance, qui ne sera pas le cas quand on travaille avec un tiers investisseur. Un rendement à long terme qui est plus élevé, bien évidemment, mais plus à risque. Subventions ou aides pouvant être régulièrement réservées, alors il faut le voir, aujourd'hui dans le photovoltaïque notamment, les aides, qu'on soit en tiers investissement ou en CAPEX, sont relativement les mêmes. On peut aller chercher quelques subventions régionales ou quelques accès, on va dire, privilégiés si on est propriétaire, mais ça reste assez minime sur l'ensemble du modèle. Quels sont les inconvénients ? Une mobilisation de capital directe, c'est-à-dire obligé de mettre une ligne d'investissement, qu'elle soit en direct ou via financement. La gestion de la maintenance et la charge de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est elle qui doit s'assurer du bon fonctionnement de son entreprise. Donc attention aux risques techniques et aux risques de performance qui ne sont pas assujettis à un contrat de performance comme l'est avec un tiers investisseur. Je
propose de passer la main à Thomas pour qu'il puisse nous parler de la stratégie tiers investissement. Ouais, merci Hippolyte. Alors pour reschématiser un petit peu le sujet du tiers investissement, et ça fait partie également d'une question que je viens de voir passer, faut bien comprendre qu'il y a deux visions et deux impacts sur le développement du projet. Premièrement, pour le propriétaire, il y a ce qu'on appelle effectivement une mise à disposition du site. Et dans un cas de développement de projet, il peut y avoir, alors c'est peu le modèle aujourd'hui, mais il peut y avoir la mise en place d'une rente ou d'une soulte, justement pour ce sujet de mise à disposition du site. Vous autorisez, vous, propriétaire du site, à faire intervenir un tiers investisseur sur votre parcelle dans lequel le projet sera développé sur une période de temps. Là, vous avez un premier contrat effectivement de mise à disposition. Et puis, la deuxième partie qui est au final l'utilisation de la centrale photovoltaïque et de l'électricité produite. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. Et donc aujourd'hui, les deux modèles qui sont de plus en plus émergents sont évidemment l'autoconsommation. Lorsque vous avez un projet qui se développe sur votre site, en autoconsommation directement individuelle ou bien sur des projets en autoconsommation collective. Je ne parle pas des autres modèles de valorisation comme le stockage par exemple, qui sont aussi des méthodes de valorisation en complément, mais vous avez au moins ces deux modèles-là. La partie en revente en totalité, qu'on appelle aussi injection réseau, c'est un modèle qui tend à plus ou moins pas disparaître parce qu'il y a des projets qui vont toujours se développer, mais dans lequel l'intérêt financier et énergétique est plutôt tourné sur l'autoconsommation que sur la revente. Et donc, pour que le tiers investisseur, et notamment IDEX, puisse développer ses projets, il y a quelques conditions clés, évidemment, concernant la signature des promesses de bail ou de mise à disposition, la notion de financement, on va un petit peu parler, ou les démarches d'urbanisme, mais là, on va rentrer directement dans le concret. Alors, pour essayer de mettre en avant deux cas clients, on va vous présenter un cas client en autoconsommation et un en autoconsommation collective, et qui plus est, un dans le sud de la France et un dans le nord. Donc là, ce premier cas client, effectivement, est le site de Cordia Excel, qui est à Morillon, dans le 34, qui est vers Montpellier, pour le coup, dans lequel l'objectif est double. Alors, Hippolyte en a un petit peu parlé, notamment sur le développement d'ombrières photovoltaïques, mais aussi de bornes de recharge, puisque sur ce site-là, à la fois, il y a eu un développement de un petit peu moins de 500 kg d'ombrières photovoltaïques et le développement de quelques points de charge pour les véhicules électriques du site en lien avec la loi. Alors, les durées effectivement de concession qu'il y a pu avoir entre IDEX et ce client-là a été une durée de 20 ans. On verra sur l'autre juste après qu'en fait, on peut aller plus haut que ça. Et ce qu'il faut regarder en économie générée, c'est le pourcentage de couverture que peut avoir la centrale. Donc là, dans ce cadre-là, le développement de 475 kW d'ombrières a permis une couverture de 20%. En pourcentage généré, il faut estimer qu'il y a à peu près 10% d'économie du mégawattheure en fonction du tarif d'achat du client qui peut être rentabilisé. Donc, à la fois, on a le développement d'un projet en tiers investissement qui est sans CAPEX pour ce client-là. Et en complément, on a une double utilisation, à la fois l'utilisation des bornes de recharge qui, évidemment, en plus d'avoir une mise en conformité, permet aussi d'avoir une notion de confort et d'usage qui est différenciée sur son site, et à la fois des économies sur le mégawattheure acheté, parce que du coup, ces ombrières permettent d'avoir un certain talent de consommation photovoltaïque qui est garanti du coup pendant la durée du contrat, avec une économie qui est stable. Donc ça, c'est le premier cas client, effectivement, qui est dans le sud. On en a un deuxième pour une autre méthode de valorisation, qui est le village des athlètes dans le 93, qui a accueilli les athlètes des Jeux Olympiques. Et donc, ce projet, en fait, a permis de construire également un projet photovoltaïque de 220 kg. Et donc là, avec un mode de valorisation initialement qui était sur l'injection réseau. Donc là, on est en revente totale. Par contre, cette production photovoltaïque, plutôt que d'être uniquement utilisée en revente totale, a été gérée en autoconsommation collective avec une épicerie locale qui, aujourd'hui, autoconsomme pas loin de 50% de l'électricité produite. Et donc, ça permet aussi d'intégrer localement les usagers autour de ce projet photovoltaïque. Les projets en autoconsommation collective sont amenés évidemment à évoluer à la fois pour faire rentrer d'autres points de production ou d'autres points de consommation. Et donc, c'est des projets qui se déroulent dans le temps et qui peuvent du coup être maîtrisés par le tiers investisseur qui a du coup l'exploitation du projet. Donc, d'où la double complexité à la fois de construire un projet par un tiers investisseur et de garantir sa rentabilité, mais aussi d'avoir un impact local avec les habitants, notamment sur des projets comme celui-là. Alors, développer des projets, et quel que soit le mode de valorisation d'une ombrière ou d'un projet en toiture photovoltaïque, ça implique quand même beaucoup de sujets, et notamment au niveau des rétroplanning, parce qu'on est aujourd'hui sur
Je prends le cas des ombrières notamment, on est sur des délais de 12 à 18 mois pour le temps de développement. Alors, Hippolyte a un petit peu parlé des objectifs réglementaires, notamment sur les obligations en 2028. Et là, on se rend compte tout de suite que même si on est presque en 2026, le temps de développer un projet, ça ne se fait pas en 5 minutes, donc il y a le temps d'intégrer, et il faut intégrer toutes les prestations qui y sont associées. Et donc, on va passer par la notion d'études préalables et d'urbanisme, la notion de préparation de chantier, évidemment, sur ce qu'on appelle, nous, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et puis de l'exécution des travaux avec la mise en service de la centrale. En complément, évidemment, là où il ne faut pas oublier, c'est que la mise à disposition du foncier, vous, en tant que propriétaire auprès d'un tiers investisseur, alors peut demander un petit peu de temps en fonction de votre niveau de maturité sur le sujet, mais ça peut aller d'une semaine ou deux à plusieurs mois, notamment pour régler l'ensemble des conditions juridiques sur un projet comme celui-là. Donc, il faut bien estimer qu'aujourd'hui, un projet d'ombrière, vous êtes en moyenne à 15 mois de développement quand tout se passe bien et qu'on a toutes les informations en main. Pour ça, nous, Ecoénergie, ce qu'on intègre évidemment avec IDEX sur la décomposition des prestations pour arriver à ces rétro-planning, c'est 3 niveaux de développement. Si tu peux juste passer la page. C'est donc 3 niveaux de développement. Évidemment, le premier sur la notion d'étude. Et là, il y a un intérêt qui est fort pour maîtriser la faisabilité du projet et d'être sûr que le projet puisse se développer dans le temps imparti. La notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage, évidemment, pour la notion de l'urbanisme, mais aussi pour la notion de prestataires qui peuvent effectuer une partie du projet, et puis la notion de maîtrise d'œuvre et de suivi des projets qui sont à développer. Donc ça, aujourd'hui, il faut bien comprendre que même si un tiers investisseur prend tout en charge pour le développement d'un projet, il y a énormément de prestations qui demandent du temps et de la maîtrise technique, et donc c'est des sujets à anticiper en général 1 an ou 2 à l'avance, à la fois pour être en conformité réglementaire et aussi pour pouvoir bénéficier le plus rapidement possible d'une électricité à bas coût, notamment sur des projets en autoconsommation. Et je crois que je te relaisse la main, Hippolyte, pour finaliser ce sujet. Et tu as ton micro coupé. Merci, excusez-moi. Oui, effectivement, on voulait quand même refaire un petit point sur IDEX, les métiers d'IDEX, mais également l'objectif en fait de tout ça et la compréhension de faire intervenir des tiers investisseurs dans vos activités. Le démarrage, c'est de dire que IDEX aujourd'hui, c'est première entreprise indépendante dans le domaine de l'énergie en France. On a 6700 collaborateurs qui sont là pour traiter l'ensemble des questions relatives à l'énergie. Une très grande partie de ces collaborateurs sont aussi là pour travailler sur la partie technique, la gestion des actifs, la maintenance, l'exploitation. Tout ça pour dire que IDEX aujourd'hui est producteur d'énergie, notamment avec des centrales photovoltaïques, de la biomasse, de la géothermie. Elle est aussi distributeur de cette énergie au sein de l'ensemble des sites qui sont exploités et qui utilisent les services d'IDEX. Et enfin, elle permet d'optimiser l'ensemble de chaînes de valeur liées au photovoltaïque et à l'ensemble de ces activités. L'objectif pour tout ça, c'est d'accélérer la décarbonation des sites, d'améliorer l'indépendance énergétique de nos clients et enfin, on les accompagne dans la gestion des usages énergétiques pour justement optimiser l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie. Voilà un peu pourquoi on est aujourd'hui référent dans le tiers investissement. C'est justement pour être en capacité d'apporter une réponse supplémentaire à l'ensemble de cette chaîne de valeur, c'est-à-dire accéder pour nos clients justement à l'équipement d'infrastructures énergétiques permettant d'accélérer leur décarbonation. On arrive à la fin de ce petit webinaire, format condensé. L'idée, c'est de pouvoir se laisser un petit peu de temps pour répondre aux différentes questions qui affluent sur le chat. J'en profite pour rajouter un point. N'hésitez pas, d'une part, à flasher le QR code qui va vous permettre en fait de pouvoir répondre à quelques questions sur le sujet. Et également, si vous avez des sujets qui vous semblent pertinents ou que vous souhaiteriez aborder dans ce format court, n'hésitez pas dans l'onglet questions à nous donner des potentielles idées sur des webinaires que vous souhaiteriez aborder ou sur lesquels vous souhaiteriez des réponses.
Je commence donc à regarder un petit peu les questions qui affluent. On a des questions notamment sur les tailles de projets, avec les pertinences qu'on aurait, en termes de tiers investissement. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'en termes de taille, il n'y a pas de limite, à proprement parler. Aujourd'hui, IDEX, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, se concentre sur la partie parking, notamment dans ce webinaire, mais bien évidemment qu'on est en capacité de travailler sur des toitures, sur des projets au sol. L'idée, c'est de regarder le projet dans sa globalité. Aujourd'hui, les parkings qui font plus de 1500 mètres carrés permettent des équipements autour de 250-300 kW crête, ce qui est, on va dire, un démarrage cohérent pour les projets en ombrière. Il en est de même sur les projets au sol et sur les projets en toiture. Donc, aujourd'hui, nous sommes capables de commencer à regarder des projets autour de 1500 mètres carrés. Nous pouvons traiter des projets qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, pardon. Et tout ça s'étudie pour pouvoir justement vous apporter des réponses. Donc, l'idée, c'est n'hésitez pas à indiquer que vous êtes intéressé pour une prise de contact et nous pourrons en traiter avec vous. Je vois qu'il y a une question sur le coût des mégawattheures, notamment pour les clients. À quel coût du mégawattheure cela a-t-il impact pour le client? Alors, c'est assez variable, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, des zones d'ensoleillement, ça va dépendre de la typologie de projet, ça va dépendre de la taille du projet. Aujourd'hui, on peut répondre de manière assez large qu'on a des projets qui peuvent avoir un coût du mégawattheure qui va être entre 90 et 130 ou 140 euros. Mais tout va dépendre des conditions d'accès au projet et pour pouvoir avoir une réponse exacte, il faut faire une étude de projet. Et je rebondis, du coup, il y a une question intéressante sur la notion de l'élimination des panneaux. Du coup, en fin de concession sur la partie tiers investissement. Et du coup, la question est même plus large sur quels sont les points à aborder et à intégrer dans des projets en tiers investissement à la fin d'une concession sur cette partie-là. En fait, comment est-ce que IDEX accompagne du coup ses clients en fin de concession? Je vois qu'il y a pas mal de questions également sur les marchés, notamment marchés publics. Aujourd'hui, IDEX propose différents formats d'usage sur ces marchés publics, effectivement. On fait des marchés de concession, il y a des délégations de services publics, il y a pas mal de modèles différents qui peuvent être mis en place. Aujourd'hui, IDEX a déjà travaillé avec plusieurs établissements hospitaliers, notamment, et plusieurs communes sur des projets comme ça. Donc, moi, je vous invite à nous parler de votre projet un petit peu plus en détail et on saura vous proposer des approches, en tout cas des modèles qui pourraient convenir. Et après, effectivement, ça sera sous forme d'appel d'offres public dans tous les cas. Alors, je vois qu'on a une question notamment sur la capacité à faire de l'autoconsommation avec revente de surplus. Est-ce que tu veux te lancer, Thomas, sur le sujet? Est-ce qu'on a la capacité de faire de l'autoconsommation avec revente de surplus dans un modèle en tiers investissement? Oui, bien sûr. Donc, sur la partie autoconsommation, tout l'intérêt d'ailleurs de la rentabilité d'un projet, c'est que le projet en tiers investissement qui est construit sur un site, soit autoconsommé. C'est là aussi où l'économie énergétique elle est portée. Donc sur les deux exemples qu'on vous a montrés tout à l'heure, il y a le premier projet qui se situe du coup à Morillans, dans le sud de Montpellier, qui lui est en autoconsommation. Et dans un cadre comme celui-là, effectivement, IDEX a développé un projet d'ombrière pour que la production photovoltaïque soit directement impactée sur le site. La production d'électricité photovoltaïque qui ne serait pas autoconsommée, elle est évidemment revendue sur le réseau. Attention néanmoins, depuis cet été, il y a eu quelques modifications réglementaires, notamment sur les tranches qui sont entre 100 et 500 kW crête. Et donc, la question de cette utilisation est portée sur est-ce que le dimensionnement de la centrale dispose d'un taux assez élevé de revente de surplus ou pas, d'où la nécessité de faire des études. Mais alors oui, effectivement, l'autoconsommation avec revente est évidemment possible. J'ai une autre question liée à la propriété des ombrières, notamment avec
comment gérer la gestion, enfin comment s'assurer de la gestion assurance à souscrire lors d'une installation sur toiture. Alors, quand on utilise un fonctionnement en tiers investissement, c'est bien le tiers investisseur qui est responsable des assurances de l'installation en toiture. Il y a quand même une obligation par le propriétaire d'avoir lui aussi une assurance pour sa toiture, puisque il est possible également qu'il y ait des dégâts causés par la toiture sur l'installation. Donc, c'est juste de la responsabilité civile qui devra être mise en place de part et d'autre. Mais la séparation des deux est évidemment très claire et très bien définie par les assureurs. Donc, ça peut vraiment fonctionner très, très simplement. Qui devient propriétaire de l'installation en fin de concession? Ça, c'est une question qu'on a également. Aujourd'hui, le propriétaire en fin de contrat en fait, est à déterminer. Dans la majorité des cas, on va dire 95% des cas, c'est le client final qui en devient propriétaire. Encore plus de manière générale pour l'euro symbolique, il y a une cession de la centrale. Petite subtilité à surveiller sur la typologie du coût comptable, notamment sur la consolidation, déconsolidation des contrats. Donc tout ça, on peut l'aborder, mais effectivement, quand on a la cession d'une centrale à la fin, il faudra bien qu'on gère le modèle de contrat pour qu'on puisse rester en modèle déconsolidé. Voilà. Thomas, je te pose une question du chat. Est-ce qu'une approche ombrière et borne de recharge en simultané peut avoir du sens? Dans la continuité, effectivement, de la réponse sur l'autoconsommation, oui, ça en a. À partir du moment où ça valorise le taux d'autoconsommation. Faut bien comprendre que les projets ombrières ou ombrières plus borne en autoconsommation, la valorisation de l'énergie photovoltaïque produite n'a d'intérêt que si elle est autoconsommée. Donc, à partir du moment où vous mettez en place, en face de cette ombrière ou d'un projet photovoltaïque en toiture, de la consommation qui est associée, vous valorisez d'autant plus le projet. Évidemment, il y a d'autres objectifs qui peuvent être aussi des obligations réglementaires avec la Bolom. Mais oui, la partie IRVE plus photovoltaïque a un sens. Et je dirais même qu'on peut aller plus loin sur certains sujets parce qu'on peut même y trouver la notion de stockage qu'on n'aborde pas aujourd'hui. Mais l'objectif étant de trouver le meilleur modèle de valorisation de l'électricité produite. En autoconsommation individuelle sur le site en question tel qu'il est, c'est une solution. Y ajouter des éléments de consommation complémentaires comme de l'IRVE, à partir du moment où ça maximise le taux de consommation, c'est quelque chose qui est valorisable. Donc oui, la réponse. Je vois qu'on a 3 dernières questions. On va essayer de les traiter assez rapidement puisqu'il est déjà midi. Comme ça nous permet de clore. On va terminer sur ces 3 dernières questions. Il y a une question sur s'agit-il d'un contrat avec un tiers à prix mensuel fixe ou est-il basé sur la production réelle? Alors la production, si on est basé sur la production réelle de l'installation, c'est ce qu'on appelle un PPA. Donc c'est de la vente d'électricité. Aujourd'hui, on est sur des prix mensuels basés sur un modèle de contrat avec loyer. Pour pouvoir différencier les deux, ça permet surtout d'être exonéré de quelques taxes qui vont permettre au coût du mégawattheure solaire d'être plus compétitif par rapport au prix du mégawattheure réseau. En ce qui concerne une question, notamment en équipement toiture, quels sont les documents réglementaires qui l'encadrent? Qui y a accès ou non? Et quid si incendie? Alors, dans le cadre où on fait une installation en toiture, déjà, nous, installateurs, on a obligation de respecter les attentes réglementaires de l'assureur. On va notamment avoir l'obligation de respecter des installations avec avis technique ou études techniques qui vont être du coup reconnues par les différents assureurs sur le sujet. Et ces éléments-là, aujourd'hui, ils sont relativement publics, puisque les assureurs le communiquent facilement. Et nous, dans le cadre où on fait une installation, dans tous les cas, on réalise un dossier d'ouvrage exécuté, donc un DOE, qui sera fourni à la fin de l'installation aux différentes parties. Donc, ça sera bien évidemment au client et potentiellement à l'assureur pour qu'il puisse en avoir accès, qu'il puisse avoir connaissance de tout ce qui a été installé en toiture. Donc, dans le cas d'un incendie, quel qu'il soit, ou quelle que soit la nature, il y aura une étude pour savoir si l'ensemble des éléments qui ont été mis en place sont bien conformes. Bien évidemment que normalement, la conformité, on se le dise tout de suite, elle est aussi validée
par des bureaux de contrôle en fin d'installation. Donc, on a une partie, toutes les installations qui sont validées avant même la mise en service du projet. Et cette mise en service ne peut pas être réalisée si l'installation n'est pas conforme aux attentes d'Enedis pour le réseau et en attente effectivement de la conformité bureau d'études et bureau de contrôle. Dernière question, c'est quoi la durée moyenne d'une concession ? Alors, c'est assez large. On va faire une réponse qui va aller dans ce sens. Aujourd'hui, une durée moyenne, on va dire que c'est 20 ans. Mais on a quand même des contrats qui peuvent être de 10 ans, notamment pour des clients qui souhaitent amortir rapidement leurs installations. Et on peut avoir des durées, notamment dans le public, puisque l'objectif est aussi de pouvoir permettre d'assurer une bonne exploitation, une bonne maintenance de l'installation. Ça peut être des contrats qui vont jusqu'à 30 ans et qui vont permettre en fait aux clients d'avoir aussi un gage de qualité sur leur projet, puisque pendant ces 30 ans, la production va être garantie et les atteintes de performance seront elles-mêmes garanties. Donc, sur des contrats à plus longue durée, on s'assure aussi d'avoir une fourniture d'énergie de qualité et pérenne dans le temps. A priori, plus de questions dans le chat. Je vous remercie. Est-ce que Thomas, tu souhaites rajouter quelque chose pour clôturer ? Concernant les questions, peut-être qu'on en a raté une ou deux. Néanmoins, il y en a peut-être qui vont arriver entre-temps. La présentation sera évidemment envoyée par mail. S'il y a des questions complémentaires, on vous enverra évidemment les réponses avec toutes les questions qui ont été envoyées. Comme ça, vous aurez accès à tout. L'objectif, encore une fois, c'est de montrer la capacité des projets photovoltaïques à être à la fois rentable, évidemment, pour les développeurs, mais aussi rentable pour les propriétaires de sites qui veulent pas forcément investir du CAPEX dans cet équipement-là. Nous, à titre d'exemple, on a des clients industriels qui ont des programmes de rénovation, parce qu'évidemment, la loi APER n'est pas la seule réglementation auquel ils doivent se conformer. Et donc, il y a des solutions qui sont adaptées. Et je précise également, pour ceux qui ont beaucoup de patrimoine, il y a des mix, évidemment, qui sont possibles pour déterminer si les sites sont préférables en tiers investissement ou d'autres en CAPEX direct. Voilà. Donc, il y a beaucoup de solutions qui existent. Là, on a abordé très rapidement le sujet du tiers investissement. Il y a d'autres solutions qui existent, d'autres techniques aussi de valorisation qui existent. Et donc, ça fera office de prochain webinaire dans les prochaines semaines. Merci à tous. Il est 12h05. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Bonne journée.